je vais te parler de quelque chose qui n'est pas forcément agréable à entendre. Ça concerne le constructeur, en fait, les constructeurs de camping-cars et leur démarche. Et la démarche en vue d'avoir toujours des véhicules les moins chers possibles pour une bonne part du marché quand même. Hein. C'est vrai que c'est d'année en année, on essaie de descendre le tarif pour vraiment avoir un tarif super agressif. Je l'ai vu par exemple, moi avec le Tech, je parle du Tech. Le Tech, c'était un véhicule qui valait 50 000 € neuf, sorti sans option, sans rien du tout. Après, bon, voilà, on décide de mettre des accessoires comme ça a été le cas de celui-ci. Et le coût de revient s'élève à environ 54 000, on va dire, hein, le prix client. Bon. J'espère il est parti avec une trottinette. Il roule, hein? Regarde. Trottinette King Song dans l'herbe pour s'entraîner. C'est ses premiers tours de roue. Donc tu vois que même à 60 ans, on peut faire de la trottinette. Oh oui. Il négocie les petits virages. C'est parti. Il y en a qui vont dire et le casque, hein papa? Ah oui. N'importe quel âge on peut faire de la trottinette, hein. T'es pas obligé d'avoir 20 ans pour faire de la trottinette, hein. Regarde. Oh là. Elle est confortable, hein papé? Oh, c'est nickel, hein. On se sent à l'aise, hein. On se sent bien avec. Hein. Eh oui, hein. En plus, il y a vraiment une... Comment dire? Une bonne pour poser tes pieds, c'est bien. Pour mettre les pieds, c'est bien. Ah ouais. Il vaut mieux mettre un pied devant, un pied derrière pour les accélérations. Ouais, plutôt que d'avoir un pied, des deux pieds au même endroit. Les deux pieds au même endroit. Ouais, voilà. Parce que là, t'es plus stable. C'est ça. Mais sinon, c'est comme le vélo. Hein. Ah bah oui. Ça va tout seul. Je pensais pas que tu montrais si vite sur la trottinette quand même que tu arriveras à rouler tout de suite. Je m'étais dit, il va devoir s'entraîner un peu quand même. Ah non, pas du tout. Je pensais pas qu'il y arriverait tout de suite. J'étais petit, j'avais une trottinette. Eh oui, ben voilà. C'est parti. Voilà. C'est parti. Cheveux au vent. Je vais par là, hop là. Sinon je te rentre dedans. Petit virage négocié. Ah ouais, ça va bien. Hein. Voilà. Oh, on s'habitue vite. Donc, hein. tu vas pouvoir faire des grandes balades. Ah ouais, ouais. Oh, bah oui, quand même, vous n'avez pas pu y aller. Ah ouais, moi j'ai le sens de l'équilibre. Hein. Ah, je vois, hein, tu vois, tout de suite. Hein. Alors avec ce confinement, ça faisait un moment que je devais l'amener et puis ben là, c'était la fête des pères. On est monté avec, on est descendu avec Eva et du coup, on lui a amené la trottinette. Donc trottinette King Song, j'avais fait une vidéo ici où on l'avait essayé. Il y a un code promo qui est toujours valable. Hein.
Aujourd'hui, moi, je suis en train d'aménager un van, je commence à aménager un van, et donc je suis en train d'acheter tout ce qu'il faut pour mettre dedans, pour vraiment avoir bien les côtes, avoir le matériel dans les mains, pouvoir vraiment faire mon aménagement pour que tout rentre le mieux possible. Le prix des choses, c'est énorme en fait. Pour aménager un van, ça coûte cher. Alors il y en a qui bidouillent, il y en a qui bricolent. Si vraiment tu veux faire quelque chose de bien, prendre tout neuf, mettre ce qu'il y a de mieux selon toi pour que tout fonctionne bien, ça coûte un peu d'argent. Chauffage par exemple, le chauffage gasoil que moi j'ai décidé de mettre, vaut 2400 €, 2500 presque. Si tu rajoutes à cela tous les accessoires qu'il te faut pour le monter, oui, tu peux bien rajouter 200-300 €. Hein. Pour tout ce que tu vas mettre dans ce véhicule, une table, tu vois, tout de suite, ça te coûte, un pied de table, ça va te coûter 200 balles. Le bois, par exemple, j'ai acheté du bois, ben, je m'en suis mis pour 1200 €. Alors peut-être j'en aurai de trop. Moi, c'est pas des panneaux arrondis que j'achète, hein, c'est pas du mobilier déjà tout prêt, que j'ai fait former spécialement pour quelque chose que j'ai inventé. Hein. C'est moi qui vais me débrouiller. L'aluminium, il y en a pour 1000 € quasiment. Tout ça mis bout à bout, le frigo, 600 balles, toutes ces choses-là, au bout du compte, ça fait une belle addition. Ça, tu ajoutes le prix de la cellule, les panneaux sandwich, tu ajoutes toute l'électricité, tu ajoutes les tissus, les banquettes. Enfin voilà. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'au final, quand tu rajoutes en plus le prix du châssis, la marge, elle est pas si énorme que ça, avant main d'œuvre. Hein. Le coût de revient d'un véhicule, il y a des postes qui sont quasiment incompressibles. Donc, au final, quand tu payes un véhicule 50 000 €, même quelquefois 45-500, il faut considérer qu'il y a eu d'énormes économies qui ont été faites pour pouvoir produire un véhicule à ce prix-là. Toi, tu vas le trouver trop cher. Le fabricant, lui, la marge, elle est vraiment réduite. En plus, on considère que revient au concessionnaire entre, alors bon, j'avais dit 17 dans la moto, mais on est plutôt autour de 10-12 dans le camping-car apparemment. Hein. Donc déjà, si tu vends un véhicule 46 000 €, bah, tu sais qu'il y a déjà 5-6 000 balles qui s'en vont au concessionnaire, avec les frais de transport et tout, en plus, hein, puisqu'il faut l'acheminer jusqu'à la concession. Ce qui fait que quand tu as vendu, que tu as fabriqué un camping-car, que tu le commercialises 45 500 €, il reste pas grand chose. Donc, et là je vais en venir à ce qui anime, à ce qui m'a décidé de parler de ça, je vois souvent des gens qui disent, tu te rends compte, j'ai quand même payé 52 000. Et regarde, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Comment veux-tu qu'à ce tarif-là, le constructeur puisse encore payer un service qualité pour pouvoir vérifier tout ça? C'est compliqué, parce que là, ensuite, il tape dans le négatif ensuite. Hein. Si vraiment il faisait la même chose que dans l'automobile, le prix au final pourrait pas être le même. Le camping-car, on ne peut pas avoir des chaînes de montage comme ça existe dans l'automobile avec des robots. Tout ça, c'est très difficile dans le camping-car. En plus, bon, ils produisent une voiture, elle va être produite à des milliers d'exemplaires, ça va être toujours plus ou moins la même. Il y aura quelques options qui vont être assemblées dans la chaîne de montage, mais un camping-car, lui, bah, tu vas avoir un modèle comme ça, tu vas avoir une implantation comme ça, tu vas avoir tout un tas de modèles différents. Et c'est vrai que de faire une chaîne de montage pour un modèle en particulier, c'est pas possible. Il y a la main-d'œuvre, il y a un gros poste de main-d'œuvre, je pense, qui rentre en compte dans la fabrication de ces camping-cars. La main-d'œuvre, t'as vu comment ça se passe en France, hein? T'as vu où on en est quand même, hein? Je critique pas, hein, parce que les salaires sont tellement bas que peut-être les gens n'ont pas trop, se responsabilisent pas trop, n'ont pas trop envie de travailler. Hein, ou travail, mais voilà, sans vraiment avoir envie de soigner le travail. Peut-être aussi il y a des contraintes de rentabilité, de production, ce qui fait que même s'ils voulaient, peut-être qu'ils n'auraient pas forcément le temps de mettre le soin nécessaire dans l'assemblage pour que le client soit content. Qui décide de tout ça? Qui est le maître du marché? C'est toi le maître du marché. C'est toi qui décides de dire, moi je veux pas payer 5 000 ou 6 000 balles de plus pour avoir quelque chose de qualité. Moi, je veux payer le moins cher possible. Ben oui. Donc toi, tu demandes ça. Le constructeur, il sait que s'il fait ça, tu vas être moins regardant, en fait, tout au moins au niveau de l'achat, au moment où tu achètes, tu vas être moins regardant
sur la qualité des assemblages et sur la tenue dans le temps du camping-car que tu vas acheter. Donc forcément, tu as un peu ce que tu demandes en fait, hein, on va dire. Sauf que on te le vend pas comme ça au départ, hein. On va pas te dire, le vendeur que tu vas avoir en face de toi va pas te dire attention, ça c'est un peu fragile quoi, c'est un peu ça risque de pas tenir avec les enfants que vous avez et tout, ils vont claquer les portes, vous risquez de vous retrouver avec une porte dans les bras. Il va pas te dire ça, hein, forcément. Sinon il se tire une balle dans le pied aussi. Le marché il est là aujourd'hui. Le marché c'est le low cost. On cherche. Alors il y a le très haut de gamme, les véhicules de moyenne gamme, c'est un peu plus compliqué. On vend beaucoup le bas de gamme, hein, l'entrée de gamme. Le bas de gamme c'est un peu, on va dire plutôt l'entrée de gamme, et un peu moins le haut de gamme. Mais bon, le haut de gamme il y a une clientèle aussi. Cette clientèle elle va être beaucoup plus exigeante. Donc elle va pas être à 10 000 balles sur son véhicule quand elle va l'acheter. Tu vois. Donc là on peut y porter un soin plus attentionné. Il n'y a qu'à voir un peu ce qui se passe chez Carthago. Carthago, moi on m'en a parlé, hein. Moi j'ai pas eu personnellement de Carthago, mais j'ai rencontré pas mal d'utilisateurs qui avaient des Carthago au moment où Carthago ne faisait que des liners. C'était top quoi. C'était vraiment, on mettait en avant la satisfaction du client. Aujourd'hui, Carthago a décidé de taper un peu dans toutes les gammes. Aujourd'hui, Carthago, il y en a beaucoup, de très nombreux utilisateurs qui sont mécontents. Alors Carthago, qu'est-ce qu'il fait? Carthago surfe sur sa réputation d'antan, sur sa réputation de finition et de robustesse, mais c'est plus vraiment le cas, hein. On va prendre en exemple Mercedes par exemple. Mercedes a eu ses bonnes années, il a eu des années où il s'est forgé une réputation de robustesse. Une Mercedes était indestructible. Et ensuite Mercedes a connu, un peu comme tous les constructeurs, l'arrivée de l'électronique, l'arrivée des vannes, des EGR et tous ces trucs-là, et puis ils ont été assez... ils ont surfé sur leur réputation et ils ont commencé à faire des choses moins fiables. Il y a eu des casses, il y a eu des problèmes. Alors les gros clients, les fidèles Mercedes, souvent moi j'ai eu un ami qui avait une Mercedes, une classe E, on lui a repris au prix qu'il l'avait acheté, on lui a donné la nouvelle classe E. Parce que cette série de classe E, c'était une vraie catastrophe. Alors, pour ne pas perdre le client, ils ont fait un geste. Et ça, c'est le garage qui a fait le geste, hein. Mercedes, lui, voilà, il s'est dit, tant pis, hein, c'est une génération perdue. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont repris la voiture tout de suite et qu'ils ont revu les problèmes. Non, ils ont laissé les problèmes. Le travail qu'ils ont dû faire ensuite, c'est de reconquérir. Aujourd'hui, ils sont en passe de le faire. Je pense qu'ils sont bien remontés. Et les derniers Mercedes, les derniers véhicules Mercedes qui sont sortis, toute la gamme Mercedes. Alors il y a la gamme Mercedes Renault en fait, motorisée par Renault avec plateforme Renault. Et puis il y a les vrais Mercedes où là on a tapé haut quoi. Là on est revenu à un niveau qui aujourd'hui, à mon avis, dépasse Audi, hein. Si on regarde bien, Audi est un peu dans la phase où ils cherchent à faire ils surfent un peu sur leur réputation. Ils sont pas descendus au niveau de Mercedes à un certain moment, je pense, mais on sent que c'est plus du tout la même non plus, hein. C'est plus ce que c'était. Moi aujourd'hui je rachèterais pas une Assist par exemple, tu vois, pas parce que je pense pas que ce soit pas fiable, mais je pense que on sent que même au niveau du design ils se sont laissés aller. Tu en as pour ton argent, et c'est ça qu'il faut te dire. Tu peux pas avoir du haut de gamme en mettant 52 000 balles dans un véhicule neuf. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste et forcément tu vas pas avoir la même attention de finition qu'un véhicule que tu auras payé 100 000. Maintenant, quand tu n'as pas le choix, tu me dis ouais mais moi j'ai que 52 000, bah oui, tant pis alors, hein. Peut-être qu'il faut passer à l'occasion plutôt que de favoriser un marché, pas forcer de toute façon à une production médiocre. Je ne vais pas cibler de marque en particulier, mais hein, vous les connaissez toutes, hein, ces marques, hein, les marques où on entend régulièrement des gens mécontents en fait, hein. Voilà, et alors c'est pas 1, 2, 3 mécontents. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a des gens mécontents? Comment une marque elle réagit? En fait elle fait la moyenne. Et elle calcule ce que ça va lui coûter. Ce que ça lui coûte d'avoir des gens mécontents. Voilà. Mais ils ne revoient pas le modèle, hein. Ils vont pas refaire, ils vont pas revoir leur business model en fait, hein. Ils revoient leur business model quand vraiment ça commence à leur coûter plus cher que ce que ça leur rapporte. Mais tant que ça leur rapporte, ils n'ont aucune raison de changer en fait.
Donc bah, tu achètes ton camping-car, t'es emmerdé, et les prises en garantie se font pas correctement, mais eux ils continuent à vendre. Donc s'ils ont de temps en temps à indemniser un peu, à payer un peu, bon, c'est pas grave, c'est calculé dans le prix de revient de toute façon. Hein, ils vont pas rappeler tous les véhicules parce qu'ils ont fait une bourde, quoi. Hein. Ils laissent faire, tu vois, c'est pas grave. Hein, quand tu as une capucine, une avancée de toit sur un profilé qui se fend, tu as ton lanterneau qui se fend, logiquement, bah, tous les véhicules devront être rappelés. Tu vois, dans la logique. Mais bon, il y en a quelques-uns qui râlent, ça va jamais bien loin de toute façon. Hein. Ils sont jamais condamnés à quelque chose de très grave. Donc bon, au pire, ils remboursent un véhicule de temps en temps. C'est pas grave, ça continue à tourner. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? J'ai écouté une vidéo de Aldostérone qui parlait justement de Ford et de la Pinto. Alors la Pinto, je ne vais pas te refaire l'histoire, hein, si tu veux voir la vidéo, elle est là, c'est très intéressant. La Pinto, c'est Ford qui avait fabriqué une voiture, une petite voiture, pour contrer les Volkswagen qui arrivaient aux États-Unis. Et cette voiture, ils l'ont sortie très rapidement. Il a fallu 2 fois moins de temps pour la sortir que la normale en fait. Il leur fallait 4 ans pour prendre une voiture, et là elle est sortie en 2 ans. Mais le réservoir d'essence qui faisait le fond du coffre et qui touchait quasiment le pare-choc arrière. Pour préserver le coffre, parce que s'il n'y avait pas un bon coffre pour mettre les clubs de golf, elle ne se vendrait pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un réservoir en dessous du coffre qui partait de l'essieu arrière au pare-choc arrière. Et le pare-choc était très très fin, le réservoir arrivait, il était affleurant. Voilà. Et voilà l'erreur. Et ça a été alerté par les ingénieurs et tous les ingénieurs qui étaient contre, qui parlaient de sécurité, ils dégageaient. Hein. Ils étaient foutus dehors. Donc la voiture est sortie. Il y a eu des chocs à l'arrière. Bon, la voiture elle a explosé à chaque fois. Donc il y a eu des grands brûlés. Il y a eu 3 filles qui ont complètement brûlé dans le véhicule. Et puis Ford passe au tribunal, mais l'intégrité, comment dire, le véhicule n'est pas remis en cause en fait. Donc ils ont continué à le vendre. Et ils ont calculé, en fait il y a eu un mémo, le mémo Pinto s'appelle, hein, si tu écoutes la vidéo d'Aldostérone, il explique, le mémo Pinto disait que il préférait indemniser et être condamné quand il y avait un problème avec cette Ford Pinto et payer, que de revoir la voiture, parce que ça coûtait plus cher, de revoir la voiture et de réétudier les choses. Tu vois un peu? L'être humain, on n'en a rien à foutre en fait. Hein, c'est de la marchandise. Voilà. Tu vois comment ça se passe? Ça c'est Ford. Pour ça que ça me rappelle, c'est assez ce qui se passe en ce moment, ou ce qui s'est passé, qui se passe encore, hein, avec les moteurs Ford sur les Ford Transit, tu vois. Ford s'en tamponne. En fait, ils calculent de la même façon, ils calculent le coût de revient. Voilà. Le coût de revient des problèmes. Est-ce que ça revient plus cher que de refaire le moteur, la conception du moteur? Ils continuent à se fournir chez les mêmes fournisseurs d'injecteurs. Ils continuent. Alors, ils ne remettent pas en question du tout leur mécanique. Ils continuent. Parce que ça leur coûte moins cher de continuer que de revoir la mécanique. Alors, de toute façon, après, au bout de 2 ans, tu sors de la garantie. Donc, tu sors de la garantie, ben, tu vas te faire voir, en fait, en clair. Hein. Ils trouvent toujours une excuse, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, c'est toi. C'est la façon dont tu l'as utilisé. Tu vois? Voilà. Donc, bon, bah, c'est un peu tout mélangé, ce que je te dis. Mais c'est juste pour te faire comprendre que un constructeur, un patron d'une grosse boîte comme ça qui fabrique des véhicules, son but, c'est pas que toi tu rentres dans ton véhicule et que tout soit parfait. Hein. C'est pas ça son but. Son but, c'est de faire du volume et de faire de la marge. Tu vois? De gagner de l'argent, en fait. Donc, pour gagner de l'argent, bah, il faut proposer des véhicules dans les tarifs qui te conviennent, qui sont concurrentiels, compétitifs avec la concurrence. Et puis faire quelque chose qu'au moment où toi tu arrives dans le véhicule, tu te dis waouh, tu vois? C'est un peu ce qui se passe, hein. Les véhicules que tu regardes, quand tu les regardes bien en détail, c'est vrai que quand tu rentres dedans, tu es dans un salon, tu rentres dedans. Tu peux être ébloui par plein de choses. Quand tu commences à les utiliser, c'est pas la même là. Hein. Là tu dis merde, ça c'est mal foutu. Je pense notamment aux tables dont j'ai parlé la dernière fois. Une table que quand tu l'as ouverte, de l'avoir fait comme ça ouvrante, que tu peux plus sortir des 2 sièges,
qui sont contre le volant, contre le tableau de bord, c'est quand même grave, parce que si tu manges et que tu es obligé de débarrasser la table avant d'aller faire popo, tu vois ce que je veux dire? C'est pas pratique, quoi. Tu peux pas sortir. Ou alors il faut sortir par la porte de côté pour passer de l'autre côté. Bah tout ça, c'est ça, tu vois. C'est que toi, quand tu achètes le véhicule, tout ça, tu le vois pas, en fait. Tu le vois après. Eux, logiquement, bah, ils sont payés pour ça, en fait. Leur travail, c'est de concevoir aussi. Fabriquer, mais concevoir. Quand tu as un prix plancher, comment veux-tu prendre du temps pour la conception, pour faire quelque chose d'intelligent? Eh non. C'est pas pour rien que quand tu fais faire un aménagement, j'entends régulièrement des gens qui font faire des aménagements de vannes, qui s'en mettent pour que 50, 70 000 euros. Voilà. Parce que tout le travail, là, il est facturé. Tout le travail, tout ce qu'il y a dedans, la qualité des assemblages, le temps qui est passé à fabriquer, tu vois un peu à combien ça revient. Hein, c'est pas, ils se gavent pas plus qu'un constructeur, hein, mais ils prennent plus de temps pour le faire. Voilà. Donc c'est vrai qu'après, tu as peu de problèmes. Quand tu prends un véhicule comme ça, tu as peu de problèmes. Hein. Il y a autre chose. C'est qu'au début, quand tu vas prendre les premiers modèles d'une série, c'est chouette. Il crée un modèle et après il cherche à faire des économies. Voilà. Après, il se dit, d'ailleurs on le voit, hein, même sur un Frankia, hein, d'année en année, ils ont enlevé des choses. Moi je le vois. Alors peut-être que sur les derniers qui ont vraiment monté au niveau des prix, hein, qui ont vraiment fait creusé un écart énorme par rapport à, si tu compares un Frankia à un Rapido par exemple, ben, un Frankia c'est beaucoup plus cher qu'un Rapido. Hein. Donc c'est sûr que du coup ils sont montés en gamme et du coup il manque beaucoup moins d'accessoires. Il y a tout est. Mais je sais que quand je regarde un Frankia de 2007, de 2006, le mien est de 2008. Et compare après 2009-2010, on se rend compte que d'année en année, ils ont supprimé des choses qui étaient bien, quelquefois, des petits gadgets, des petits détails, et ben ils les ont enlevés. Voilà. La première année c'était ça, la deuxième année, bah ça on va l'enlever maintenant, troisième année, sitôt qu'ils commencent à avoir un peu de volume, et ben ils cherchent à faire des économies. Voilà. C'est comme ça. Alors là, on est chez Frankia, mais dans d'autres marques, bah, c'est des économies qui ne sont pas forcément sur des accessoires, mais sur la qualité même du produit. En fait, tu prends un McLouis de 2012 et tu prends un McLouis de 2013. Tu les compares. Voilà. Ah, le bois, là, enfin le bois. Je dis bois parce que ça ressemble à du bois, mais tu as bien compris que c'était pas du bois. À chaque fois, il y en a qui montent au rideau quand je parle de bois. On va dire ce qui fait office de bois. Jusqu'à 2012, il y avait une finition qui était un peu rétro, mais solide. On va dire solide, entre guillemets. Hein, pas non plus... c'était convenable, en fait. C'était correct. Et en 2013, ils sont passés sur quelque chose de beaucoup plus tendance. Les coloris beaucoup plus flatteurs, des coloris un peu bois sombre, un peu vachement classe, quoi, vachement classe. C'est vrai que quand tu les vois tout neufs, c'est vraiment beau. Par contre, ben là c'est de la merde. Là, les panneaux là, c'est plus du tout les mêmes. Hein. Et là, il y a tout qui se disloque beaucoup plus facilement. Si tu es t'as une famille et puis que tu pars en famille dans un camping-car McLouis de 2013 ou 2014, ben, tu vas sentir une nette différence avec un 2012 ou un 2011. Les implantations sont relativement les mêmes, mais on a changé les coloris. On a changé l'ambiance générale du véhicule et on en a profité pour diminuer la qualité. Et là, on rentre dans une nouvelle ère. On rentre dans l'ère de l'obligation par les normes de faire des camping-cars où tu auras au minimum 500 kg de charge utile. Là, on va faire encore du plus fragile. Parce que le poids, si tu veux le gagner quelque part, forcément, tu es obligé de le gagner sur ce qui constitue le camping-car, en fait. Hein. L'épaisseur des panneaux, double plancher, là, tu oublies, hein, c'est pas possible. D'avoir un camping-car de 3,5 tonnes avec un double plancher, c'est fini, c'est plus possible. Et les boiseries, encore une fois, hein, excuse-moi,
les compressés ou peu importe, les bois légers, etc. Je pense qu'ils vont devoir diminuer encore les épaisseurs. Ils vont devoir faire des économies sur toutes les fermetures. Tu avais déjà des fermetures en plastique qui quelquefois sont assez fragiles. Peut-être qu'ils vont devoir encore innover et avoir des fermetures encore plus légères. Alors c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident non plus pour un constructeur. Je pense que par le passé, la ICA EcoVip, 5 places carte grise, double plancher, moteur 3 litres, tu le mets sur la bascule, tu es sûr que sorti du magasin, il fait pas 3 tonnes 5. Ça, c'est sûr et certain. Les homologations, elles sont faites en Italie, et peut-être que y a beaucoup plus de complaisance. Peut-être qu'il y a moins de sévérité au niveau des homologations. Alors, dans le même temps, quand tu reçois ton camping-car, quand il arrive chez le concessionnaire, il est peut-être, en effet, peut-être que tu as la charge utile, peut-être que tu as la charge utile qui est un peu tronquée, peut-être que, en fait, il y en a certains qui arrivent, ils sont annoncés pour 700 kg ou 500 kg ou 600 kg de charge utile. Niesman avec le e-Smooth, j'avais discuté avec un vendeur, je ne vais pas te dire où il est, mais bon, je lui demandais, réellement, on a 500 kg de charge utile sur cet engin? Ah, il me dit oui. Mais il me dit... sans rien dedans en fait. Ça veut dire sans option. La plupart des véhicules qui arrivent déjà, ils ont des options obligatoires. Ces options, elles ne sont pas comptabilisées dans la charge utile. Donc forcément, tu arrives après avec un véhicule forcément avec ces options où la charge utile elle est réduite. Il ne te reste plus les 500 kg. Et alors quand il arrive chez le concessionnaire et qu'on t'offre tous ces packs, panneaux solaires, store, on t'offre un peu plein de choses pour essayer de te vendre le véhicule, ce qui est logique. Là, quand tout est installé, tu vois ce que je veux dire? Si tu as 350 kg de charge utile, voilà, il ne te reste plus rien en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je crois ne pas me tromper qu'en disant que dans la nouvelle réglementation, les concessionnaires n'auront plus le droit d'installer à la vente du véhicule les accessoires. Ça veut dire que tu devras prendre ton véhicule et retourner pour faire poser de ton propre chef les accessoires. Mais ils ne pourront plus équiper le véhicule à la vente. Parce que là, c'est un peu comme quand tu achètes une moto et puis que tu lui mets un échappement full libre, débridé. Voilà. Souvent, la personne revenait et on lui faisait le montage du pot d'échappement après. Parce que c'est pas autorisé. On se remet un petit peu sur le van. J'ai percé les deux ouvertures du côté chauffeur, donc. Comme tu peux le voir ici, j'ai oublié de faire l'après. Donc tout à l'heure, quand j'aurai posé les vitres, je mettrai un peu d'après. Puis ensuite, j'espère pouvoir peindre toutes les parties que j'ai réparées. C'est tout simple, tu as vu, c'est à la scie sauteuse, donc je me suis fait un gabarit, les vitres sont toutes les mêmes, donc c'est relativement simple. À chaque fois, j'ai collé mon gabarit, et ensuite j'ai coupé à la sauteuse. Alors j'ai une sauteuse, moi, c'est une Bosch professionnelle, et elle est sans fil. Voilà, il y a une grosse batterie qui tient très longtemps, qui se recharge relativement vite, et je préfère, comme ça, il n'y a pas les fils qui s'en mêlent. Ça va super bien. Ça va faire vachement lumineux. Le truc, c'est que je ne vais pas tout laisser complètement ouvert comme je te l'expliquais. Les vitres vont être partiellement recouvertes. On va se coller maintenant la première qui est ici. Alors dans le kit, il y a une paire de gants. Bon, je te décris pas ma tenue vestimentaire aujourd'hui. C'était une boutade, il y en a qui l'ont compris, il y en a qui l'ont moins compris. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a qui ont trouvé ça très rigolo, il y en a d'autres qui ont trouvé ça nul. Bon. Alors, dedans, qu'est-ce que tu as? Tu as la colle. La colle, c'est une Dupont
Betacil 1507. T'as un petit primeur. C'est un primeur d'accrochage en fait qui sent un peu la colle, tu sais la colle U en bâton là comme on avait à l'école. C'est une Dupont également Beta Prime 5005, le bec. Et tu as un nettoyant Dupont Beta Clean 3300 dans lequel tu as une lingette avec du produit dessus. Voilà, tout imbibé. Et tu as une lingette qui est sèche pour pouvoir sécher l'excédent de nettoyant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe le nettoyant partout sur les surfaces où on va en coller. Alors j'ai nettoyé au préalable là-bas ici hein, avec l'ancien chiffon, que j'avais pour la première vitre que j'ai installée. Je me suis amusé à tout nettoyer tout autour à l'endroit où ça va accrocher. Donc ce que je mets, je te le rappelle, c'est des vitres gruau et c'est des vitres qui sont homologuées pour le véhicule, hein, à la taille. Hein. Une fois que tu as passé ça, tu reprends ta petite lingette sèche. C'est comme un espèce de sopalin amélioré, je dirais. Partout sur la surface, ça t'évite déjà d'enlever les traces. Le primeur, alors là j'en ai utilisé une, je ne sais pas s'il en reste encore dedans, on va voir. Tu vois, il suffit de le percer. Voilà. Normalement, ça doit déborder. Voilà, tu vois, ensuite ça déborde. Et ensuite, eh ben, on va étaler tout ça le plus possible. Le truc, c'est que ensuite, ça colmate. Voilà. Alors j'ai pas mis mes ventouses, donc il faut que je mette mes ventouses, parce que sinon, au moment où je vais en coller, voilà, je mets mes ventouses. Alors des ventouses toutes simples, hein, des ventouses que j'ai achetées sur Amazon. Il suffit de poser la ventouse et on appuie sur la petite pompette et hop, voilà. C'est ventousé. À partir du moment où c'est sec au toucher, on peut y aller. Alors là, il faut être assez avare. Par contre, il faut faire attention parce que sinon tu fais pas le tour. Hein. Je me suis préparé des petits scotch. Comme ça, je peux, au moment où j'ai appliqué la vitre, vite coller ces petits scotch pour éviter, on ne sait jamais, la colle, elle fasse glisser un peu la fenêtre. Alors l'essentiel, je me mets bon au-dessus et je me mets bon ici. Je pense que je suis pas mal. Voilà. Voilà, une fois que je... Alors on peut légèrement, très légèrement la bouger. Voilà. Puis, voilà. Donc je sens bien le joint s'enfoncer, mais ce joint, il colle, c'est un truc de dingue. Hein. Alors, pour ne pas trop alourdir, eh ben c'est facile, tu vois, il y a une soupape là, ici, hop, une deuxième soupape, et voilà, et ensuite ça décolle tout seul. On est très très bien. Voilà. Je vais décoller déjà, je sais même pas si je pourrais, tellement ça colle. Voilà, tu vois. Après, c'est pas la peine de la plaquer. J'en ai vu qui mettaient des... Alors peut-être que... Moi, le mien, il est légèrement incliné. Donc c'est vrai que quand on pose... Et en plus, il y a les profils, hein, ça fait une moulure. Elle ne peut pas trop descendre. Elle est déjà, la colle, elle est déjà plus forte. Elle est plus forte que... Elle résiste plus que la possibilité de glisser parce qu'il est déjà comme ça. Un Fiat... ou un Ducato, enfin un Fiat Ducato ou un Peugeot, etc. C'est beaucoup plus droit sur le côté. Ça marche. Alors j'en ai vu certains qui mettaient des ventouses à l'intérieur et qui tiraient avec un tendeur pour la plaquer. Je ne sais pas si c'est bien utile. En tout cas, c'est pas préconisé. Hein, au niveau de la pose sur ce modèle, c'est pas préconisé.
Tu vas me dire, c'est vachement apparent, mais je t'ai expliqué déjà ce que j'allais faire. On va l'appliquer de l'autre côté. Comme de l'autre côté c'est sec, on va l'appliquer de l'autre côté. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il existe chez d'autres constructeurs, Gruau, ici, tu vois, ça vient jusque là. Les vitres, et elles sont carrées en fait. Moi j'ai préféré mettre, c'est exactement les mêmes dimensions, j'ai préféré mettre des arrondis parce que je trouve que c'est plus joli. Bon, je viens de maroufler le covering micro perforé blanc. Je vais pas le laisser, tu vois, voilà. Bon, il y a trop de nuances, alors je l'ai abîmé, hein. Je vais le décoller de toute façon, je l'ai même pas fini parce que ça me convient pas. Je l'ai abîmé parce que je l'ai... Bon, ça aurait pu se remettre comme ça, mais bon. Voilà, en fait il faut vraiment être très méticuleux avec quand tu le maroufles, pas trop appuyé, parce que sinon tu le déchires. Alors, là sur la caméra, peut-être tu vois pas trop la démarcation de la vitre en fait, le noir, je pense que tu le vois. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, le blanc déjà il est pas pareil, bon bah ça c'est normal, hein, c'est difficile de trouver le même blanc. J'aurais pu demander exactement le même blanc, mais le problème c'est... La micro-perforation fait que on voit ressortir le noir de la vitre. Alors c'est vrai que du coup, bah, on se demande ce que c'est, tu vois. Je trouve que c'est pas terrible. Alors à l'intérieur, tu vois, on y voit à travers. Hein, on voit à travers, c'est plus sombre, c'est fumé, mais on y voit super bien. Alors c'est vrai que là, de l'extérieur, quand je te montre comme ça... Bon, c'est occultant, mais on voit quand même, hein, on voit quand même à travers ce qui se passe, parce qu'il y a une vitre de l'autre côté qui n'est pas encore recouverte, et puis je pense qu'avec la lumière, on verrait quand même la lumière à l'intérieur. Ça, c'est surtout pour la journée. Hein. Les vitres sont posées, les 4 vitres, donc comme je te l'ai dit, le covering micro-perforé blanc, ça va pas. En fait, c'est pas joli, ça détache les vitres qui sont noires pour les détacher en blanc, mais blanc qui n'est pas de la même couleur que la carrosserie. Et du coup, le fait que ce soit micro-perforé, on voit le noir à travers. Donc, la solution n'est pas bonne. Ce qui fait que ce que je vais faire, comme je te le disais, je vais faire un... Alors, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais je pense que cette partie-là, elle sera noire. Et ici, je vais certainement mettre du film par l'intérieur. Noir également, alors il y aura une partie occultante et il y aura une partie transparente mais avec très peu de lumière voilà, ce sera très foncé. Ici c'est pareil, sur cette partie extérieure donc on voit la vitre, hein. Mais à l'intérieur on va avoir qu'une petite fenêtre un peu comme ça, tu vois, un peu ovale, un peu en long comme ça, un petit peu comme ça, voilà. Ben, on n'aura pas toute cette ouverture. Le lit il va arriver à peu près ici, le matelas, donc c'est vrai que je ne veux pas avoir une grande ouverture comme ça. Et les stores seront encastrés dans l'habillage pour occulter la vitre au moment où on est la nuit et qu'il y a de l'éclairage à l'intérieur. Pour que ce soit vraiment, qu'on ne voit pas à travers, quoi. Alors à l'intérieur, tu vois, ce qui est surprenant, c'est qu'en ayant posé les vitres, bah forcément on est un tout petit peu plus reculé. Et quand on mesure la place à l'intérieur au plus large, tu vois, on a 190. Ça veut dire que quasiment... Alors après, bah forcément, il va y avoir les occultants et ça va prendre un peu d'épaisseur. Mais sinon, j'aurais presque pu faire le lit dans ce sens, en fait, en dormant dans ce sens. Moi, je fais 1m85. Ça fait un petit peu juste. Mais, tu vois, il n'y aurait pas eu forcément besoin d'oreilles, comme on le fait sur les Mercedes, par exemple, pour avoir un peu plus d'espace. Mais bon, je pense que je vais rester sur ce que j'avais dit. Ça veut dire qu'on va avoir un lit qui va faire toute la largeur. J'ai poncé mes apprêts. Alors... J'ai poncé mes apprêts, avant de peindre, j'ai une espèce de tulle gras en fait que tu achètes, c'est du tulle gras de carrosserie, hein, on dirait du tulle gras. Hein. Moi ça me fait penser au tulle gras quand on me mettait j'avais les pizzas quand je tombais à moto, c'était à peu près ça qu'on me mettait. Sauf que là, c'est pour enlever les dernières poussières en fait. Hein. Donc ça, juste avant la peinture, tu passes un petit coup de ça et ça t'absorbe toute la poussière. Alors moi j'ai pris des longues durées.
Et du coup, je peux m'en resservir jusqu'à temps qu'elle soit plus bonne. Ensuite, avant, on avait du papier journal. Aujourd'hui, il n'y en a plus du journal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un rouleau de papier pour cacher, spécial. C'est du papier spécial pour ça. Et je l'ai pris en 50 et j'ai pris également un rouleau de 90. Le problème, c'est que j'ai pas de dévidoir. Alors, je me suis arrangé avec des Sandow, tu vois. Ah. Je vais me fabriquer un support, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Le deuxième, je le mettrai sur un support où je verrai pour acheter un support, on verra bien. Bon, après, je compte pas faire de la carrosserie tous les jours non plus, hein. Pareil, j'ai poncé les apprêts. J'ai eu quelques petites retouches à faire au mastic de finition. Ici, pareil, tu vois. C'est prêt à peindre, en fait, hein. Et celui du haut, pareil. Voilà. Et alors, je les ponce à l'extérieur, comme ça me permet de les rincer. J'ai la dernière porte qui est là, tu vois, qui est séchée maintenant, que j'ai bien rincé pour qu'elle soit bien propre, hein, comme l'autre. Hein. Et ensuite, je vais passer à la peinture. On ne verra pas dans cette vidéo parce que je ne vais pas le faire tout de suite. Je pensais pouvoir le faire aujourd'hui, mais là, je ne veux pas le faire avec précipitation. C'est ça le truc, c'est que je veux prendre le temps. Si je vois que ça va pas, si je vois que mes buses, tu vois, j'ai ce pistolet là. J'ai un pistolet comme celui-là à gravité où il y a plusieurs buses. J'ai 1,7, 1,4 et 0,7. 0,7, je pense que ça va faire un peu fin. J'ai mis sur 1,4. Si jamais tu as des renseignements là-dessus, n'hésite pas. C'est un basse pression hein, normalement. Et alors j'avais par le passé, je l'ai gardé, je l'ai tout nettoyé. Donc là, il marche super bien. Maintenant, j'ai un Iwata hein, qui est très vieux, hein, mais qui était en fait, il soufflait pas bien. Je l'ai nettoyé et là, j'ai essayé avec du diluant. Il souffle correctement. Une fois que j'aurai repeint tout ça, je vais remonter les portes. Et ensuite, je vais m'occuper de passer l'isolant partout. Ensuite, je réglerai le problème de l'étanchéité des portes. Parce qu'en fait, les portes, c'est pas très étanche. Il y a des joints, c'est vrai, mais je trouve que c'est dommage d'aller faire une grosse étanchéité et de ne pas faire quelque chose au niveau des portes qui soit beaucoup plus isolant que ce qui existe d'origine. Voilà. À la limite, après, c'est pas fait pour faire un van. Hein, donc forcément, il prévoit les portes pour que ce soit étanche à la pluie, mais pas forcément isolé pour y vivre. Hein. Chatounette, tu es en forme depuis qu'on t'a pas vu? Ça va. Hein? Je tiens le coup. Tu tiens le coup? Ouais. Ben moi, cette semaine, j'étais au bricolage à Charolles. Et ma chatounette, elle était au travail, hein, chatounette? Oui. Voilà, puis là, pour se changer les idées, on va boire un petit verre d'Alsâtre de Annemasse. On va manger un morceau. Hein? Oui. Et puis demain, on va voir un camping-car dans les Vosges. T'es mignonne, ma chatounette, moi, je trouve, aujourd'hui. T'es belle, hein? Tu dis ça devant la caméra avant, tu m'as pas dit. Monsieur, je te dis que t'étais belle, je te le dis tout le temps. La photo que tu m'as envoyée hier, je te dis que t'étais belle. Non? Ça, ici, c'est les cow-boys, ici. Les gens qui roulent en voiture. Ici, c'est des cow-boys. Tranquillou bilou. Il est défaussé. Du matin au soir. Tu le vois passer, le gars, il est défoncé toute la journée. Le matin comme le soir. Qu'est-ce que tu fais, Eva? Je mange un gâteau. Diététique. Diététique? Comment diététique? Sans gras. Sans gras, sans sucre. Je sais bien mentir. Hein. Alors, ma chatounette, il était bon ton gâteau? Oui. T'es contente? Très bon, ouais. Ça remonte le moral, hein? Oui. Les bons gâteaux. Hein? Sucre, cette fois-ci, tu n'as pas mangé le mien, hein? Non. Bah non, petite gourmande. On avait chacun le sien. Elle n'a pas mangé le mien malgré que moi je suis au régime. Pour une fois que j'aurais eu besoin qu'elle bouffe mon gâteau, elle ne me le mange pas. Alors bon. Et bientôt, peut-être, on va aller en Pologne. Ah, peut-être bientôt en Pologne. Quand? Bien, mi-juillet, normalement. On va aller faire un pèlerinage. Mais pas en camping-car. Hein. Désolé. Hein. Il y en a qui aimeraient bien qu'on parte en camping-car, mais c'est un peu cher en camping-car. c'est un peu chéro et puis bon. Ah non, c'est dommage. Là, je suis en pleine dépense pour mon van, du coup on n'a pas trop le... Hein,
J'ai plus trop les moyens d'aller dépenser une somme importante. Alors tu vas me dire, ouais, mais de toute façon, tu vas à l'hôtel et tout, bouffon. Hein? Non, on va pas à l'hôtel, on va dans les Airbnb, ça coûte pas Pourquoi cher. on n'ira pas à l'hôtel? Parce T'es que, pas gentil, toi. parce que c'est moins cher Airbnb. C'est gratuit. Peut-être c'est gratuit. Ils ont dit, oh, c'est pour Eva, c'est gratuit. Ah, c'est pas ici? Bah si, carte bancaire. Ah oui, il faut pas se tromper de trou. Tu vois, le carte bancaire, c'est à côté. Déjà utilisé mon temps. 4 €. Oui, tu peux me donner ta carte, s'il te plaît. T'es pas gentil. C'est de l'autre trou, carte bancaire, c'est marqué. Ah, elle est sans contact? Ouais. Oh la vache. Faut laisser jusqu'à ce que ça s'allume, chatounette. Elle fait pas sans contact, ta carte. Mais si, il y a le wifi. Il y a le wifi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Elle est en train de me faire un coup pour que je paye le parking, je le vois. Pas d'argent, pas d'argent. Ben, rentre là-dedans maintenant, c'est trop tard. Voilà. Retirer carte, débiter. Et alors, si quelqu'un vole la carte? Il se sert dans les parkings, il peut s'en servir, c'est des petits montants. Jusqu'à 50 € de parking, il peut s'en servir de ta carte comme ça. Mais de toute façon, il peut faire des achats sur internet aussi s'il trouve ta carte. Hein. Il y a tout, hein. Il y a le cryptogramme et tout, il fait tout. L'argent, il est plus en billets maintenant, c'est plus du papier maintenant, c'est du virtuel. Ah, ça c'est Jean-Luc Lahaye. Débarquez-moi, il a dit. Et voilà. Débarquez. Ça c'est content là. Débarquez-moi, dégage. C'est ma chatounette, elle aime bien la bisique. Hein, tu aimes la bisique, chatounette? Ça, tu vas pas mettre, tu saoules là. De quoi? Tu vas pas mettre ça, tu saoules. Bah un si. peu. Pourquoi? Ils t'ont pas vu de la semaine quand même, on peut dire des bêtises. Bon ben voilà, là cette petite vidéo se termine. Nous on est sur la route, on the road again. Et on est en direction des Vosges comme je te le disais. On va voir un camping-car Reimer qu'on va te présenter la semaine prochaine. Avec donc mon assistante Eva Dream. Qui a pris sa journée pour venir faire son go fast en Volvo et aller voir cette voiture parce que là on va à 440 km aller, 440 km retour dans la même journée hein. C'est pour ça que ne t'impatiente pas, on va repartir en camping-car. Le truc c'est qu'en ce moment j'ai tellement de choses à faire que ça me fait gagner un temps fou d'y aller en voiture. Tu vois, je fais des allers-retours là par exemple, je vais repartir la semaine prochaine. Ben oui, et après si je veux travailler un peu sur le van, il faut que je sois revenu rapidement parce que sinon ça va durer 10 ans le van. Hein. C'est déjà assez long, tu vois. Je regrette déjà plein de petites choses comme par exemple de ne pas avoir acheté un véhicule où il n'y avait pas de carrosserie à faire. Il ne faut pas que ça dérape non plus sur plusieurs années. Hein. Donc, du coup on est obligé de circuler rapide. Hein. Mais ne t'inquiète pas, hein. Ne t'inquiète pas. On aura d'autres vidéos où on va partir... en galère avec le camping-car. Alors là, tu vois, là il y a un truc spécial, c'est que moi j'ai pris une crêpe. Parce qu'une crêpe c'est que 3 points sur Wet Share, excuse-moi. Avec des bananes dessus, pas de sucre. Le monsieur il était tout étonné que je prenais pas de sucre. Eva elle a pris un croissant. Sauf qu'ils nous ont donné un deuxième croissant, parce qu'ils avaient cru qu'ils nous en avaient donné, qu'ils l'avaient pas donné, qu'on l'avait oublié sur le comptoir, alors qu'ils nous avaient donné 2 fois. Bah Eva elle dit non, on l'a déjà eu. Puis il nous a dit allez-y là, mangez-le. Donc qu'est-ce qui se passe? Eva elle a croqué dans ma crêpe déjà. Ça c'est une première chose. Je le répète, je devrais peut-être pas le répéter, mais elle l'a fait. Et alors, elle a mangé le premier croissant. Et puis elle a tapé dans le deuxième. Un petit morceau. Et après elle m'a supplié pour que je mange la moitié. J'ai dit non. Tu crois qu'elle leur aurait dit bon bah on le garde pour plus tard? Non, elle l'a mangé. Elle a mangé le reste du deuxième croissant. Ce qu'il dit pas, c'est cette créature, c'est que quand je suis toute la semaine toute seule à la maison, je mange que des fruits, des légumes. Ouais, mais ça c'est... Et un plat par jour. Ça, il n'y a personne pour le voir, ça. Ça, c'est comme si moi je disais, je fais du sport toute la journée, je fais de la musculation. Et, bon. Mais tu vois pas, si je bouffais comme ça 2 croissants par jour, tu crois que je serais plus large que haute. Ça, c'est sûr.
Après, je sais pas si je la prendrai avec pour faire la vidéo quand même. Là, toutes les féministes. Ben ouais, vous allez encore râler, mais bon. Vous allez me faire un cours sur ce qu'il faut dire et pas dire, on rigole. Hein, bon. Bah alors moi, je devrais pas t'emmener nulle part avant de faire ton road-watch. Tu devrais rester enfermé. Ouais, mais moi je le sais, c'est ça la différence. Moi je suis un petit cochon sauvage et je le sais. Non, et j'ai déjà perdu parce que j'ai démarré à 96,4. Bon, cette semaine, pas trop perdu quand même. Hein. Ça rame un peu là, ça patine. Pourtant je respecte tout. Hein. Mais je suis quand même. J'ai perdu 3 kilos quasiment là. Depuis que j'ai commencé presque. Ça, c'est les sandwichs, les La pro- restaurants, comme tu es beaucoup sur la route. Ah, voilà, quand tu es sur la route, tu manges des merdes. C'est ça le problème. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Même si tu contrôles les points et tout, là tu vas serrer à gauche, hein, Chatounette. Mais je sais, ma gauche. C'est bien, mais j'aime bien donner des ordres. Donc je dis, tu vas serrer à gauche, comme ça moi je donne un ordre. Tu vois ce que je veux dire? On va vers Strasbourg. Oui, oui, oui. Bon, allez, on te laisse. Hein. Ah, ciao, on se retrouve dans la vidéo où tu verras la continuité de notre petit périple, la visite du véhicule. Voilà. Hein? See you later. See you the next day. Non, pas toi, moi j'apprends l'anglais alors je peux jouer tout seul. Ah, bon, alors, hein, tu m'as compris. Ciao, ciao. Faudra check par terre. Allez, ciao. Tu dis pas au revoir, Chatounette? Au revoir.